table ronde sur le thème « Comment proposer une scolarisation de qualité aux enfants polyhandicapés ?» De façon dire aussi qu'on peut revenir dans cette table ronde sur des questions que les interventions de la journée, et notamment de l'après-midi, ont pu soulever. Merci Hervé. Oui, ben c'est bien dans cette intention-là que je... Allô, allô. Et puis ils développeront plus ou moins ensuite en fonction de, de leur message principal. Je propose de démarrer par les personnes qui n'ont pas pris la parole du tout au cours de cette journée. Ma première question irait, c'est une question générique hein, qui ira à Madame Aude Bartholomus, qui est là en tant que parent. Elle peut mettre son micro. Elle m'entend? Madame... Oui, oui, on est là, Madame Bartholomew. Je sens qu'on la cam. Voilà, donc vous êtes la maman de Florence. Voilà, ma première question est toute simple. Vous avez participé à l'ensemble de la journée. Quel est le propos qui, en tant que maman, vous a le plus marqué, le plus réconforté, ou enfin, j'espère pas choqué, mais en tout cas, qui vous a le plus marqué? Le propos qui m'a le plus marqué, c'est compliqué. Oui, enfin, j'étais là l'après-midi. En fait, j'ai noté différentes choses. Ça me donne des idées pour faire adapter des activités à ma fille à la maison, etc. Je ne peux pas cibler une chose en particulier, mais j'ai encore une fois remarqué que l'utilisation des différents sens est très important chez les enfants polyhandicapés. Le visuel, le sonore, le toucher. Et c'est un mix de ces sens, de l'utilisation de ces sens qui permet de faire progresser l'enfant et de s'adapter à leur capacité. D'accord. On a parlé hein, pour une scolarité adaptée réussie de la place des parents. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, dans cette journée par rapport à la place des parents dans ces dispositifs du UEP? Alors, la place des parents a été évoquée cet après-midi par les deuxièmes intervenants. Ici, à l'IME, ils ont oublié d'en parler, mais on est conviés tous les ans on nous propose de participer à la classe pendant 1 heure durant l'année avec notre enfant. Et je trouve ça très important justement pour faire le lien entre ce qui se fait en classe et ce qui se fait à la maison. Essayer de reproduire des petites choses à la maison, et puis aussi, ça permet aux enseignants de savoir ce que l'enfant fait à la maison et peut-être de prendre connaissance de compétences qu'ils n'avaient pas découvertes. Hein, sur quel est le propos qui lui a le plus, dans sa fonction, apporté dans cette journée. Amandine Proutot. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc Amandine Proutot, je dirige actuellement l'EAP Ladré qui est situé à Féchin, géré par l'APEI de Douai. Pour le propos, alors moi j'ai été un peu scotchée par Joël Détat, hein. Allez-y. Déstabilisée en tout cas par les témoignages. Alors, est-ce que effectivement on est dans le polyhandicap, on ne l'est pas, peu importe en fait, j'ai envie de dire. Ce qui est fondamental pour nous, c'est les apprentissages. On va rester là-dedans. Peu importe l'enfant, ils sont tous capables d'apprendre. Alors, apprendre, ce n'est pas forcément savoir lire, mais c'est apprendre plein de petites choses au quotidien et dans les actes de la vie quotidienne, ça commence par là. Apprendre aussi à reconnaître aussi voilà, les personnes autour de nous,
voilà, c'est ces petites choses, je pense, basiques, mais qui sont aussi importantes. Au niveau de la scolarisation, je pense que pour les établissements, en tout cas pour ma part, le gros problème, c'est le manque de moyens actuellement. Parler de scolarisation alors qu'on n'a pas d'enseignants. Bon. Comment ça se passe à l'EAP de Féchin niveau Alors, à l'EAP, donc on fonctionne en internat permanent et en semi-internat. On a 42 places d'internat complet, dont 3 sont réservées à l'accueil temporaire et d'urgence, et 8 places de semi-internat, donc un tout petit groupe, voilà, qui fonctionne en accueil de jour du lundi au vendredi. Alors, ça me fait écho aussi. Alors, les parents, on en parle beaucoup aussi de la scolarisation avec les parents. Les premières réactions que j'ai eues, c'est « mais on ne comprend pas, nous, quand ils viennent chez vous, ils viennent à l'école. » Donc, voilà, il faut intégrer… alors, on a eu beaucoup de témoignages de familles, mais nous, les familles, en tout cas, adhèrent au principe d'apprentissage en interne de l'établissement. Par contre, j'ai beaucoup de freins des familles sur une scolarisation inclusive à l'extérieur, hors les murs de l'établissement. Beaucoup de freins. Est-ce que c'est un peu en lien avec ce qui a été dit au cours de la journée sur les représentations, et notamment les représentations qu'on peut avoir de l'école? Il y a la question de la représentation et puis la question aussi de l'organisation, de la sécurité aussi. La sécurité en termes de soins, parce que c'est… Voilà, nous, quand on fait une sortie, déjà, c'est quelque chose, avec les enfants épileptiques, les gastrostomies, on met en place l'infirmière, enfin, on détache l'infirmière pour aller en sortie, l'éducatrice spécialisée, moniteur éducateur, on est sur du 1 pour 1. Voilà, ça rassure aussi les parents. Il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui. Si demain, effectivement, on les envoie dans une unité d'enseignement externe, est-ce qu'ils auront aussi à disposition toute cette équipe-là, en tout cas tout de suite, et pour les accompagner comme ils le sont à aujourd'hui. Il y a une question aussi, je pense, de sécurité. À ce jour, les parents savent que les enfants sont un petit peu dans un cocon dans l'établissement. Et je pense, un peu difficile pour eux de se dire on va changer ça. Et pourquoi? Parce que en fait, les apprentissages à aujourd'hui se font aussi sur l'établissement. Alors, pas avec un enseignant, ce ne sont pas des élèves du coup. Par contre, on fait plein d'apprentissages. Les moniteurs éducateurs, les éducateurs, les AMP, les aides-soignants font des choses formidables avec les enfants. Alors, les apprentissages, c'est la vie quotidienne, apprendre à se laver, apprendre à s'habiller, même à tendre le bras pour mettre le t-shirt. Ça commence par là. Oui. C'est un des débats qu'on a eu quand on a préparé cette journée, et certains disaient, mais attendez, si on dit trop que l'éducation et l'instruction, l'école se fait en IME sans enseignant, alors pourquoi demander l'école inclusive? Il y a peut-être ce risque-là aussi. Oui. Bien. On va poursuivre. Je vais revenir vers Philippe Pern, qui s'est un petit peu exprimé, mais qui n'a pas eu vraiment d'intervention. Je ne vais pas le re-questionner sur le propos qu'il vient d'avoir, mais plutôt en sa qualité de médecin, pour rejoindre ce que vient de dire Madame Proutot, sur les aspects médicaux. Ça a été évoqué quand même bien dans la journée, c'est-à-dire les prudences qu'il faut avoir sur la santé des enfants et leurs problématiques médicales, comment elle peut être prise en compte à l'école. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, en tant que médecin? Oui, alors bon, d'abord peut-être un petit mot, une remarque préalable.
Et on n'en a pas parlé, mais quand on veut qu'un enfant fasse des apprentissages, il faut vraiment bien évaluer ses compétences sensorielles, visuelles et auditives. Alors, on n'en a pas parlé, mais présenter un objet à un enfant du côté droit alors qu'il voit à gauche, tout ça, bon, c'est des choses très importantes déjà à signaler. La deuxième chose, c'est que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dominique Juzo ce matin, et puis Mme Proutot là maintenant, c'est sur l'absence de risque pour la santé physique et psychique de la personne polyhandicapée. Donc, parler de sa sécurité, son confort, son bien-être, son absence de douleur. Ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Il y a la sécurité, évidemment, mais aussi, bon, nous, on a beaucoup travaillé sur la douleur. Un enfant qui est douloureux est tout à fait incapable de faire des progrès ou de faire des apprentissages. Et les enfants polyhandicapés sont vraiment des enfants qui sont très souvent douloureux. Donc, il faut dépister la douleur, il faut la traiter. Un enfant qui est en souffrance ne peut pas faire de progrès. Alors, après, il y avait aussi une autre chose, c'est qu'il y avait certaines aussi, bon, au niveau médical, on parle toujours de définition comment dire, de risque et puis de bénéfices. Il y a des enfants, et là, je rejoins un écrit de Madame Tesla, je ne sais pas si elle est encore là, qui disait effectivement qu'il ne fallait absolument pas privilégier les apprentissages au détriment de la souffrance et du bien-être de l'enfant. Hein, ça, c'est quelque chose qu'elle a écrit il y a très peu de temps. Dernière chose, il y a des enfants quand même pour lesquels on se pose des grosses questions. Qu'il faut les scolariser ou pas, c'est-à-dire des enfants qui ont des pathologies quand même lourdes. Certains ont des pathologies lourdes. Moi, je travaille au centre de Vendôme depuis 40 ans. J'ai quand même beaucoup d'enfants qui ont des pathologies lourdes. Donc, il ne faut pas qu'ils soient gênés par des troubles somatiques trop importants qui peuvent les mettre en danger ou poser des questions. Une épilepsie extrêmement déséquilibrée. L'épilepsie n'est pas une contre-indication, évidemment, mais si elle est très déséquilibrée, si c'est une encéphalopathie épileptique avec des crises fréquentes et un retour à l'état de conscience entre deux qui n'est pas terrible, les maladies neurodégénératives évoluées, les enfants qui font des fausses routes, des enfants qui sont sous oxygène qu'il faut aspirer, je pense qu'il ne faut pas non plus les mettre en difficulté, les mettre en danger. Hein, je pense qu'on ne peut pas, et c'est ce que disait aussi Mme Tesnas, on ne peut pas, c'était le titre de son intervention, on ne peut pas scolariser tous les enfants polyhandicapés. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a les risques, il y a la sécurité et il y a la souffrance. C'est les trois choses que je dirais en tant que médecin. Hein, voilà. Ok. Donc c'est trois mots à retenir pour cette table ronde là puisqu'on est sur la qualité. Effectivement, on peut retenir ces trois mots. Je vais me tourner maintenant vers Nathalie Echevin, qui est l'enseignante qui participe à cette table ronde. J'ai retenu dans ses propos à un moment, elle avait souhaité rendre l'inclusion efficace. Et ce serait intéressant qu'elle puisse développer. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Est-ce qu'elle peut développer cette idée de rendre l'inclusion efficace? Je ne sais pas du tout, je ne me souviens pas avoir dit ça. Ça fait partie de votre diaporama à un moment. Vous avez dit ça. Bon, non mais bon, recherchez pas. Pour vous, c'est quoi une inclusion efficace? En tant qu'enseignante, vous devez bien avoir une idée là-dessus. C'est quoi pour vous en tant qu'enseignante une inclusion efficace? Une inclusion dans une école, ça va être, pour moi, c'est accompagner les enfants et que ça leur apporte quelque chose sur le plan relationnel d'abord avec les autres élèves, les autres enfants. Ensuite… Je crois que ça rejoint, je me permets de rebondir, c'est ce que disait M. Pern, c'est-à-dire qu'effectivement, pour que l'inclusion soit efficace, on ne doit pas aller au détriment de la santé, de la sécurité de l'enfant. Et je pense que l'inclusion, elle sera efficace d'abord si elle est préparée en amont, et ensuite, si elle ne va pas au détriment de tout ça. Et donc, l'inclusion efficace, c'est parce qu'il y aura eu un regard croisé sur le parcours de l'élève qui va permettre d'avoir un apport intéressant sur la scolarité, sur le plan personnel et cognitif pour le jeune. Oui, parfait. C'est toi qui as dû le dire. Les interactions entre les deux publics. Et mon directeur me souffle les interactions entre les deux publics, évidemment, c'était sous-entendu. C'est-à-dire que l'inclusion, elle est aussi
intéressante pour le public qui va accueillir. C'est-à-dire que c'est aussi ça, une inclusion d'enfants, de jeunes en situation de handicap de façon globale et polyhandicap encore plus particulièrement, c'est-à-dire que le regard sur le handicap des enfants scolarisés en milieu ordinaire est amené à changer justement par ce type d'inclusion. Oui. Alors, personnellement, j'ai été très frappé de ça, de ce que vous venez de dire. C'est revenu dans les propos de plusieurs intervenants tout au long de la journée. Moi, j'ai longtemps été chef de service du petit navire là, qui est intervenu aussi. Et voilà, donc je suis un militant de la cause du polyhandicap depuis 1992 et j'ai toujours tapé vigoureusement du poing sur la table en disant attention, attention, la spécificité du polyhandicap, il faut que les polyhandicapés soient dans des sections spécifiques pour prendre bien en compte leurs difficultés, etc. Moyennant quoi, ce choix, finalement, ne tenait pas tellement compte des interactions. Et bon, alors évidemment, je n'étais pas absolument positionné de façon fermée, mais quand même. Et là, tout au long de cette journée, j'ai vraiment entendu l'intérêt des interactions avec les autres enfants. Bon, je le savais quand même, mais là, aujourd'hui, c'était un éclirage particulièrement fort sur tout ce que pouvaient apporter les interactions entre les enfants polyhandicapés et les enfants moins handicapés ou les enfants qui n'ont pas de handicap. Et ça, je crois que c'était vraiment fort dans cette journée. Vous avez tout à fait raison. Merci. Je viens maintenant… oui, j'en viens à Esther Atlan. Il y a autre chose aussi qui m'a marqué dans son propos et qui a été redit aussi par d'autres intervenants, et c'est vraiment constitutif d'une scolarisation de qualité. Elle a parlé de l'aspect éthique et qu'il faut d'abord rechercher le bénéfice du jeune. Alors, je voudrais la remercier pour ça et si elle peut encore développer sur cet aspect-là. Moi, ma question, c'est vraiment qui définit le bénéfice du jeune, parce que le parent a son idée sur le bénéfice du jeune, l'enseignant a son idée sur le bénéfice du jeune, l'éducateur aussi, on a tous notre idée sur ce qu'est le bénéfice du jeune. Mais finalement, comment on définit ensemble ce bénéfice ? Je crois que c'est déjà ce que font un peu les équipes au quotidien. Je suis désolée. Je crois que c'est déjà un peu ce que font les équipes au quotidien, c'est-à-dire que c'est évidemment, ça ne peut pas être au bénéfice du jeune. C'est pas une personne qui va pouvoir identifier ça. C'est vraiment ce que vous soulignez, c'est-à-dire les regards croisés. Et je pense que ce qu'on a souligné, plusieurs personnes l'ont souligné dans la journée, c'est aussi la nécessité de réévaluer au fil du temps. Et on sait que cette temporalité est très complexe, mais de réévaluer au fil du temps justement ce qui convient ou ne convient plus aux jeunes et essayer de partir de ses centres d'intérêt, de ce qui fait sens pour lui. Et si pour certains, ce qui fait sens, c'est d'entrer dans le monde de l'écrit ou des lettres, et pour d'autres, d'essayer d'enfiler son pull, voilà, ça doit être, ça c'est vraiment ce qui doit être travaillé, mais je pense en regard croisé. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre dans la recherche, et c'est ce qui a été très porteur, c'est cette question des regards croisés, évidemment, et avec des évaluations extrêmement fines sur des comportements extrêmement fins. Et je pense que j'interviens un peu parce que je me suis retournée tout à l'heure de l'intervention de l'équipe de Joël Decas. Là, c'est mon côté chercheuse qui va parler. Je pense que j'aurais vraiment envie d'avoir des échanges, d'aller plus loin sur ce qui leur permet de pouvoir, parce qu'ils nous parlent de lecture en quelques secondes. Donc, je trouve que ce qu'ils apportent, c'est extrêmement intéressant, c'est de ne pas se limiter dans ce qu'on propose aux jeunes. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et en même temps, j'ai envie d'en savoir bien plus concrètement sur comment l'évaluation, voilà. Ouais. Merci, c'est une bonne transition parce que voilà, il me reste à revenir
vers Joël Decas et c'est vrai que voilà, il a utilisé un mot, je crois, hein, c'est le fait d'avoir été bluffé et ça m'évoque tout à fait la journée que nous avions organisée l'an dernier. Hein, et il y avait une intervention, c'était le jour où il m'a bluffé et cette journée qui avait été dédiée aux intelligences des enfants polyhandicapés nous avait montré combien on était loin d'avoir tout découvert sur ces différentes facettes de leurs intelligences. Bon là, il a creusé à fond un aspect des choses qui nous bluffe tous. Hein. Donc, on va peut-être pas revenir sur l'aspect un peu, voire un peu polémique que ça peut susciter sur la question du polyhandicap. Ce sont des vraies questions qui se posent là. Hein. C'est quoi aujourd'hui la définition du polyhandicap? Est-ce qu'elle est figée? Est-ce qu'on va la faire évoluer? Ça, c'est des questions qui concernent notre secteur. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, Joël, dans ton développement, c'est cette capacité de l'équipe des professionnels à chercher, à comprendre. Et bon, j'ai compris quand même qu'il n'y avait pas qu'un seul enfant lecteur, il y en a d'autres. Dans mon parcours, et je crois que beaucoup de parcours de professionnels autour du polyhandicap, on a pu de temps en temps se dire, mais c'est pas possible, comment cet enfant a pu comprendre ça? Donc, un peu comme à l'image des enfants autistes, on n'a pas encore tout compris des possibilités des enfants polyhandicapés. Donc voilà, si tu veux bien développer ça, comment cette équipe a réussi à mener jusqu'au bout, au point d'en faire une recherche, cette capacité à s'étonner de ce qu'ils ont découvert. Joël. Je vais quand même revenir sur la partie situation de polyhandicap. La situation de handicap, c'est bien un aspect systémique. Tous les enfants dont on parle là sont, en dehors de ces moments-là, en vraie situation de polyhandicap. Ils sont dépendants pour tout, pour manger, pour se changer, pour communiquer, pour tout. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question de regard. Et aujourd'hui, ça semble tellement peu théorique de parler que de regard. Mais regardez les enfants qui sont là d'abord comme des enfants, ensuite comme des élèves, ensuite sur une relation d'enfant à adulte et d'élève à enseignant, ça change déjà la possibilité pour l'enfant en face d'exprimer d'autres choses avec des enfants qui ont très peu de possibilités de montrer les choses. Donc voilà. Après, en effet, tu as raison, on ne va pas revenir sur la polémique lecteur, réaction à l'écrit, etc., etc. Mais pour les enfants ordinaires, on se pose déjà la question sur la qualité de la lecture, est-ce qu'ils savent lire, est-ce qu'ils savent annoncer, est-ce qu'ils savent… Voilà. Sur le projet de ces enfants, par rapport à la scolarisation, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il n'est pas nécessaire de tous les scolariser si leur état ne le permet pas, si médicalement c'est pas, mais si c'est le projet des parents, et si c'est l'envie du jeune, à un moment donné, il faut quand même pouvoir l'entendre. Et même si la situation médicale est complexe, eh bien, voir comment on peut aménager cette scolarisation. Je me donne un peu mes notes par rapport à ce que j'ai entendu. Sur la partie école inclusive, on est allé voir des unités d'enseignement externalisées. Je fais confiance dans les enseignantes d'Ouplin. Elles sont allées voir, elles ont fait, mais si on fait ça, on va déscolariser une partie des enfants qu'on scolarise en droit à l'essai. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour certains enfants d'être sur une scolarisation à l'extérieur, mais je suis plus dans le combat d'avoir des enseignants dans l'équipe pluridisciplinaire, dans tous les établissements, pour au moins avoir ce temps d'évaluation des compétences. Et puis, je vais répondre à Esther Atlan. Pas de problème, venez. En 2011, on était dans le projet Polyscole, qui est le premier projet Polyscole 2011, avec Madame Toubert et Monsieur Seknadje à l'époque. Voilà, donc, du coup, je vais vous dire de où je parle. Je suis ancien directeur éducation nationale formé à l'INSHEA, au DD2EAS, à une époque qui est arrivée là. Donc, voilà, donc c'est un peu… Je connais un peu le secteur en ayant passé une année à Suresnes il y a quelques années. Donc, on avait présenté un certain nombre de choses. On n'a pas été retenu dans la deuxième phase, dans la deuxième partie. Voilà, donc, je ne sais pas comment les institutions vont réagir, mais je pense qu'il faut qu'on demande à ce qu'il y ait une présence enseignante partout
et que ces enfants, on puisse leur laisser cette possibilité d'être en relation avec le monde de l'école et que l'école inclusive se fasse aussi en étant à l'intérieur des établissements. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, mais en tout cas, je suis sûr d'avoir fait passer tous les messages que j'avais notés sur ma feuille. Merci Joël. Bon, eh bien, voilà, cette table ronde n'aura pas la figure qu'on voulait lui donner par manque de temps. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot des échanges qui se sont faits sur le chat, hein. Il y a eu beaucoup quand même de messages de félicitations aux différentes interventions. Il y a eu quelques questions qui étaient ciblées envers tel ou tel intervenant et qui s'adressaient donc à ces intervenants. Ce qui a été souligné quand même, c'est les outils d'évaluation. On a parlé beaucoup d'outils d'évaluation et des questions sur ces outils. On a souligné l'importance des collaborations pluricatégorielles, l'importance de la prise en compte de la perception de l'enfant, ses émotions, l'ouverture aux parents, l'importance des interactions entre les enfants, le fait de croire dans les potentialités de l'enfant polyhandicapé. Enfin, tout ça, ça a été souligné. Par rapport à l'intervention de Thierry Danigo aussi, hein, pas mal de félicitations et des questions, mais des questions qui lui étaient adressées à lui et je pense qu'il aura le temps d'y répondre. Voilà, je pense que cette journée a soulevé beaucoup de questions et en tout cas, c'est un premier acte, mais là, je vais laisser certainement Corinne en parler dans sa conclusion. Il y a un champ qui s'ouvre devant nous, un champ de réflexion qui s'ouvre et d'action qui s'ouvre devant nous par rapport à la scolarisation des enfants polyhandicapés. Je propose d'en rester là pour la table ronde. Je suis certain de frustrer les participants, mais malheureusement, le temps nous y oblige. Si je peux me permettre, Hervé, juste une petite réflexion. Je profite d'avoir le micro, d'avoir la maîtrise du micro. Dans ce que vous avez dit et dans ce qu'a répondu notamment Joël Decas, me venait une réflexion sur, effectivement, c'est le passage sémantique de notre secteur du terme personne handicapée à personne en situation de handicap. Cette définition situationnelle du handicap, finalement, elle a passé la notion de handicap sur la société. C'est-à-dire qu'en finalement, c'est à l'environnement de s'adapter pour permettre l'inclusion. Et moi, je pense de plus en plus qu'il y a aussi un effet sur les personnes elles-mêmes. Autrement dit, l'enfant, effectivement, il faut que l'école adapte ses pratiques, son matériel, ses stratégies à l'enfant polyhandicapé. Mais le fait que l'enfant polyhandicapé soit dans l'école provoque chez cet enfant une adaptation, enfin en tout cas un ajustement. Et ça veut dire que finalement la société inclusive, c'est pas simplement une adaptation, c'est aussi une action sur les personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que des fois, on oublie de dire, juste pour illustrer, un psychomotricien qui emmène un enfant dans un club de judo, et ben même s'il est psychomotricien, c'est le prof de judo qui va faire comprendre à l'enfant ce que c'est que le judo et le gamin va se mettre à faire du judo alors que tous les exercices… Enfin, voilà, c'est quelque chose d'important à rappeler et je pense que ça pourra être intéressant aussi dans l'avenir à creuser. Voilà. Ok. Bien, eh bien, nous pouvons passer la parole à Corinne. Je te remercie beaucoup, Hervé.